Bonjour à tous. Donc moi, je suis Laura Kamsuzou Soubi, je suis urbaniste à l'association des maires de Gironde. On co-organise ces modules avec le CAUE parce qu'on s'est rendu compte effectivement dans nos formations sur la planification, sur les autorisations d'urbanisme, que la question du risque revenait, voilà, très régulièrement, d'où ce cycle. Donc aujourd'hui, on va parler, plutôt d'eau pluviale. Les personnes qui sont présentes ce matin savent effectivement que c'est un risque aujourd'hui, l'inondation par le ruissellement qui est assez présent sur notre territoire, du fait qu'on connaît, aujourd'hui, parfois des pluies, exceptionnelles, des orages violents. On a la capacité d'infiltration des sols qui est aujourd'hui, insuffisante sur certains secteurs et qui fait qu'aujourd'hui certains territoires connaissent des inondations liées à ce phénomène. C'est un phénomène qui a été, amplifié, par l'imperméabilisation croissante de nos territoires. On est un département qui accueille énormément on est à plus de 20 000 habitants par an, donc ça crée nécessairement de l'artificialisation et un sol, qui a du mal, un peu plus de mal justement à absorber cette eau qui tombe en quantité. Donc là, la 1re, partie de cette matinée, ça va être déjà effectivement, de comprendre, qu'est-ce que, le ruissellement comme cet aléa qu'est le ruissellement. Pour comprendre ce phénomène, on va avoir l'intervention de 2 personnes, de Muriel Solé et de Rémi Gasset, qui sont responsables d'unité au CEREMA. Donc sur cette première partie, je vais leur poser, 3 questions et voilà, n'hésitez pas si vous avez, des précisions à l'indiquer dans le chat. Donc la première question, merci à vous, Muriel, Solé et Rémi Gasset d'intervenir, sur cette première partie de matinée. Ma première question va être, quand on parle du risque inondation lié aux eaux pluviales, on parle souvent du risque de ruissellement. Mais comment peut-on définir concrètement ce risque et quelles sont ses grandes caractéristiques? Oui, bonjour à tous. Donc sur cette question sur qu'est-ce que le ruissellement? Il n'y a pas de définition universelle et communément acceptée du risque ruissellement, mais il y a quand même des éléments qui convergent. Alors moi, je vous en propose une. Le risque ruissellement, finalement, on peut définir ça comme une inondation qui serait due à la pluie, sans qu'apparemment il n'y ait pas de cours d'eau permanent qui soit en cause. Alors, le risque ruissellement, vous allez l'avoir sous plusieurs noms. Parfois, il va être appelé risque pluvial et par excès, certains acteurs vont aussi parler de risque torrentiel, même si là, on est quand même sur deux phénomènes qui sont distincts. Le risque ruissellement est parfois confondu avec d'autres phénomènes comme les coulées de boue. Sur les coulées de boue, on va plutôt rattacher ces phénomènes-là au mouvement de terrain, mais pour autant, les origines peuvent être les mêmes que le risque ruissellement. Et on a un cas particulier du risque ruissellement qui concerne les collectivités, c'est le cas du débordement de réseaux d'assainissement. On peut considérer ça comme une forme particulière de ruissellement où finalement, sur un bassin urbanisé, l'excédent qui ne peut pas être absorbé par le réseau d'assainissement est qualifiable de ruissellement. Une autre définition qui peut être reprise pour le risque ruissellement, voilà, c'est un phénomène d'écoulement de l'eau de pluie sur un bassin versant en dehors du réseau hydrographique de façon diffuse ou concentrée et qui se poursuit jusqu'à ce qu'il rencontre soit un élément du système hydrographique qui va drainer ce ruissellement et le faire en écoulement ou en débordement de cours d'eau classique, soit un réseau de drainage ou un point bas où il va y avoir une accumulation. Et les volumes d'eau qui sont ruisselés, on va considérer que c'est à partir des précipitations qui n'est pas infiltrée par le sol, qui n'est pas absorbée par le réseau d'assainissement pluvial superficiel et souterrain, et qui ne s'évapore pas dans l'atmosphère, donc qui ruisselle sur le sol. Quand on parle d'accumulation quand on a une accumulation de plusieurs bassins versants qui ruissellent, on va avoir des phénomènes de débordement. Et finalement, ce qui était un cours d'eau non permanent, un fossé, un talweg, on peut apprendre l'appellation que l'on souhaite, on va transformer finalement quelque chose qui est sec en temps normal en cours d'eau. Et dans ce cadre-là, il est également accepté de lui parler de risque ruissellement puisqu'on n'est pas sur un cours d'eau permanent. Alors, il y a quand même quelques grandes caractéristiques de tous ces phénomènes de ruissellement qui peuvent être variés, on vient de le voir. La principale caractéristique, c'est que c'est un phénomène qui est localisé à la fois dans l'espace. Souvent, le risque de ruissellement touche des zones relativement restreintes. Ça peut être une portion de commune, ça peut être quelques communes proches, mais ce ne sont pas des phénomènes, en général, ce ne sont pas des phénomènes qui peuvent toucher tout un département, toute une agglomération en une fois. Et c'est un phénomène qui est souvent localisé dans le temps. Lorsqu'on parle de risque ruissellement, l'unité de temps, ça va être plutôt la minute ou l'heure. On ne va pas avoir de phénomènes de ruissellement qui vont durer plusieurs jours, comme ça peut être le cas dans des phénomènes d'inondation classiques. On a comme autre caractéristique un phénomène qui n'est pas localisé dans un cours d'eau. Ça, je l'ai déjà dit.
Alors, sur la description de l'aléa ruissellement, c'est-à-dire du phénomène naturel à l'origine du risque ruissellement, il y a de nombreuses caractéristiques qui vont rentrer en compte, je ne vais pas les détailler. Simplement, elles peuvent être attachées soit à la caractéristique du bassin versant, c'est-à-dire du terrain qui reçoit la pluie, soit aux caractéristiques de la pluie en elle-même, sa durée, son intensité, également la saisonnalité et la nature des sols qui reçoivent cette pluie. Et elle est rattachée à d'autres caractéristiques qui sont soit naturelles, soit humaines. Parmi les principaux phénomènes, il peut y avoir sur les bassins versants non urbanisés, les techniques agricoles et les plantations qui sont sur le sol qui reçoit la pluie. Le phénomène de ruissellement peut être aggravé par la génération de ce qu'on appelle les embâcles, c'est-à-dire tous les corps flottants qui vont venir se coincer dans les fossés, dans les ponts, etc., qui vont accentuer les débordements. Et on a beaucoup, beaucoup d'autres paramètres, donc je ne vais pas les détailler. Donc merci. Donc justement, vous avez parlé de caractéristiques. L'eau, ça tombe, ça s'écoule et parfois ça s'accumule. J'imagine que la situation géographique d'une commune ou d'un quartier au sein d'un bassin versant, a une incidence sur sa vulnérabilité au risque de ruissellement. Mais concrètement, quelles sont les zones topographiques qui sont concernées par le ruissellement et quels sont les enjeux sur, chacune de ces zones? Alors, vous avez tout à fait raison. On va distinguer en général trois types de zones par rapport au risque ruissellement. On va avoir ce qu'on appelle vraiment en tête de bassin les zones de production. Alors là, le nom il est assez transparent. Ce sont les zones sur lesquelles on va avoir l'eau qui va se toucher le sol et on va avoir une partie de l'eau qui ne va pas être absorbée par le sol et qui va se transformer progressivement en écoulement. Alors souvent, ces zones de production, elles sont relativement rurales. On est vraiment sur les têtes de bassin. Je dis souvent, pas toujours, hein. Et l'enjeu principal sur ces zones de production, où on va avoir finalement des hauteurs d'eau et des vitesses d'écoulement assez faibles, ça va être plutôt, d'une part, d'agir pour limiter le phénomène ruissellement et éviter sa génération, en quelque sorte, et d'autre part, agir pour éviter les érosions de sol et les pertes de terres agricoles. Voilà, le lessivage des terres, les érosions. Ensuite, lorsqu'on va arriver sur des zones un peu plus pentues et qu'on aura une quantité d'eau qui commencera à ruisseler, qui sera assez conséquente, on va passer à ce qu'on appelle les zones de transfert. Alors, les zones de transfert ce sont voilà, les zones sur lesquelles on va commencer à avoir des écoulements qui vont être concentrés et on va avoir en général, sur ces zones-là, on va avoir en général des vitesses qui seront plus élevées et en conséquence des énergies qui seront plus fortes. Sur ces zones de transfert, on peut commencer à avoir des dégâts sur les infrastructures du fait des énergies relativement élevées. Donc là, les enjeux en fait sur ces zones de transfert, ça va être de gérer finalement cette énergie et d'éviter que ces vitesses élevées, cette énergie, viennent dégrader les sols, les infrastructures ou les habitations. Et enfin, on va arriver sur le bas du bassin versant avec les zones dites d'accumulation. Donc là encore, le nom il est assez transparent. L'eau va rencontrer un obstacle, elle va être bloquée, elle va commencer à s'accumuler, à remplir en quelque sorte les cuvettes. Sur ces zones d'accumulation, qui sont souvent urbanisées, on va avoir plusieurs enjeux principaux. Le principal enjeu, ça va être les hauteurs d'eau, puisque contrairement aux zones de production, aux zones de transfert, on peut avoir des hauteurs d'eau qui sont relativement conséquentes. Et le second enjeu, ça va être la durée de submersion. Comme je l'ai dit précédemment, les phénomènes de ruissellement sont des phénomènes qui sont limités dans le temps. Pour autant, dans ces zones d'accumulation, s'il n'y a pas une capacité de ressuyage, c'est-à-dire d'évacuation d'eau suffisante, on peut avoir des phénomènes d'inondation qui durent plusieurs heures, voire plusieurs jours. Donc merci. Donc effectivement, vous parlez de ces zones d'accumulation où on rencontre, régulièrement, une urbanisation. Je vous ai dit que le département de la Gironde était un département, qui connaissait une forte, croissance démographique. Concrètement, en Gironde, quels sont les secteurs qui sont, particulièrement soumis à ce risque de ruissellement? Sans vouloir vous alarmer, on s'aperçoit qu'une grande partie de la Gironde est soumise au risque ruissellement, mais pas de manière uniforme. Donc si on s'intéresse aux différentes catégories qui sont concernées, on pense tout d'abord aux zones de coteaux et aux zones de relief, puisque ce sont les zones sur lesquelles, on va dire, le risque ruissellement est peut-être le plus spectaculaire, avec notamment des zones de transfert soumises à des très fortes vitesses. Donc, sur ces zones de coteaux et zones de relief, la rive droite Garonne, par exemple, on en trouve également sur l'Entre-deux-Mers et la vallée de la Dordogne. On va avoir des phénomènes qui peuvent être spectaculaires avec des dégâts importants liés aux vitesses, liés aux accumulations, comme ce qu'on a pu avoir par exemple en 2014 sur les orages sur le vallon de l'Artoli. Je pense que cet exemple vous parle de manière relativement forte. Donc, si on s'intéresse un peu aux photos que je vous ai indiquées,
Vous voyez plusieurs natures de phénomènes. Sur le haut, au milieu, on voit vraiment ce qu'on appelle pour le coup les zones de production. Là, c'est assez clair, hein, la culture déborde et on commence à voir un début de transfert avec un cours d'eau non permanent qui se forme. Et les autres phénomènes sont plus liés à du transfert, voire à de l'accumulation, avec des dégâts assez importants liés à des phénomènes. Alors, on dit ruissellement, on dit de l'eau, mais finalement, c'est rarement que de l'eau qui coule. C'est de l'eau, de la boue, des sols agricoles, etc. Et donc, des dégâts sur les bâtiments, tous les biens qui peuvent être dans la rue, y compris les véhicules, sur le réseau d'assainissement, et des vitesses qui peuvent parfois dégrader la voirie et la chaussée. Ça, il faut en être conscient. Ensuite, on a un autre type de secteur qui est touché par le risque ruissellement en Gironde, c'est le secteur de la métropole et plus généralement les secteurs urbains. Donc là encore, on a des exemples plus ou moins anciens en tête. On a la référence en fait sur la métropole de Bordeaux, puisque c'est celle qui est à l'origine de toute la gestion des eaux pluviales. C'est l'orage de juin 82 qui a touché une large partie de Bordeaux et de son agglomération. Mais on a des exemples plus récents. Je vous propose ici juillet 2013 à Talence. En rive droite, on a des événements encore plus récents. Je ne les ai pas illustrés, mais on peut parler des phénomènes qui ont touché Arctique, Tresse, etc. Quelque part entre des dégâts qui sont liés à l'accumulation, des dégâts qui sont liés au transfert, et une part importante aussi de débordement de réseau et d'amplification du phénomène lié à l'urbanisation et à l'artificialisation des sols. Et enfin, sur le risque ruissellement, une dernière catégorie à laquelle on ne pense pas forcément, ce sont toutes les zones relativement plates de la Gironde qui sont soumises au phénomène de remontée de nappe. Et là, on est sur des phénomènes qui sont relativement différents. On va être sur des événements générateurs qui vont être en général moins intenses, par contre plus longs. Et l'infiltration de l'eau va être bloquée par le phénomène de remontée de nappe. Et finalement, on va avoir des zones qui sont plutôt plates, plutôt infiltrantes, mais qui pour autant vont générer du risque ruissellement. On peut avoir, comme sur l'exemple d'Arcachon en 2021, d'autres phénomènes conjugués qui vont compliquer l'évacuation des eaux et le ressuyage. C'est par exemple une crue de l'Aller dans le cadre d'Arcachon, ou des niveaux de marée qui compliquent l'évacuation des eaux de ruissellement et des eaux de surface. Donc là, on est vraiment sur un phénomène de blocage, en fait, des volumes qui, en temps normal, pourraient être absorbés, mais on a la nappe, les cours d'eau ou la mer qui bloquent l'évacuation. Et sur des pluies longues de plus de 48 heures, on va finalement avoir une accumulation de l'eau et des phénomènes qui sont rattachables au risque ruissellement. Et quand on parle de zones plates sujettes à la remontée de nappe, on s'aperçoit qu'on parle de quasiment tout le Médoc, le pourtour du bassin d'Arcachon et une grande partie de la vallée de l'Aller, donc une portion significative de la Gironde. Et finalement, si on fait le tour entre les zones urbanisées, les zones de coteaux et ces zones au relief peu marqué, et on a peu de communes en Gironde qui ne sont pas soumises au risque ruissellement. Merci beaucoup pour ces explications qui ont permis effectivement de mieux comprendre ce phénomène et d'identifier aussi que voilà, vous l'avez très bien montré, que notre département était concerné par ce risque, mais différemment en fonction de où on se situe sur le département. Merci à tous les deux. Donc là, maintenant, c'est Annabelle qui va animer cette partie-là qui est aussi qui est présentée par le CEREMA. Où en fait, parce que ça fait plusieurs fois que dans le webinaire, on parle de diagnostic de vulnérabilité, mais finalement, on n'a jamais vraiment parlé. Enfin voilà, on a dit que c'était nécessaire. Donc, on voulait que le CEREMA ait ce propos-là pour nous expliquer un peu par rapport à cette problématique de l'eau pluviale, le diagnostic de vulnérabilité. Donc, je laisse la main à Annabelle et au CEREMA. Oui, alors donc on vient de voir effectivement dans un premier temps avec Muriel et Rémi que finalement sur le territoire girondin, on était quasiment tous potentiellement concernés sur toutes les communes par un risque ruissellement. Pour le coup, voilà, on sait aussi qu'avec le réchauffement climatique, on va avoir des ordres au niveau des événements météorologiques exceptionnels. Il faut s'attendre à des événements, comme l'a dit Laura, de plus en plus intenses, pas forcément plus fréquents, mais plus intenses. Et donc, il va falloir peut-être progressivement aller un peu plus en profondeur dans la connaissance de son territoire. Et pour le coup, voilà, comme le dit Claire, le diagnostic de vulnérabilité semble
être une approche, une étude intéressante à toute échelle de territoire. Donc, je vous pose la première question. Quand on est une commune sur le territoire girondin et qu'on souhaite se lancer dans une étude de vulnérabilité de notre territoire, quelles sont les premières questions finalement qu'on doit se poser sur notre territoire? Alors, il y a plusieurs questions, effectivement, avant même de débuter cette notion d'étude de la vulnérabilité. La première question sur un diagnostic de vulnérabilité, c'est à quelle échelle on va se poser la question. Les outils, les réponses diffèreront suivant qu'on s'intéresse au bâtiment. Alors là, pour le coup, on n'est pas forcément dans le rôle d'une collectivité ou d'une commune. On peut se poser la question d'un diagnostic de vulnérabilité à l'échelle d'un quartier, ou la question peut se poser à des échelles beaucoup plus larges, une aire urbaine, un département. On a même des tentatives de se poser la question de la vulnérabilité d'un territoire à l'échelle d'une région. Ensuite, on va se demander, finalement, pour faire mon diagnostic, quelle démarche, quel référentiel je peux adopter. À ce jour, on n'a pas identifié de méthodologie de référence unique qui serait préconisée. Pour autant, il existe de nombreux documents exploitables. Et moi, ce que je vous propose au cours de cette présentation, c'est d'essayer d'appliquer un référentiel qui est porté par le ministère de la Transition écologique et par le CEREMA, qui a été développé pour les débordements de cours d'eau, mais qui est déclinable à la submersion marine, au ruissellement, etc. Donc, c'est le référentiel national de vulnérabilité aux inondations. Alors, l'idée pour le risque ruissellement, c'est d'adopter une démarche qui est identique, mais avec une sélection d'outils et d'indicateurs qui sont spécifiques au risque ruissellement. L'application du référentiel de vulnérabilité va se dérouler toujours de la même façon. On va, au préalable, faire des choix, choisir les objectifs de ce diagnostic, choisir ce qu'on va appeler les sources de vulnérabilité, c'est-à-dire vraiment à quels enjeux et à quelle fragilité du territoire on va s'intéresser. Très important, et j'y reviendrai, on va choisir les indicateurs qui vont nous permettre de quantifier cette vulnérabilité. Et on va choisir un ou plusieurs scénarios d'inondation par ruissellement pour notre territoire. Ensuite, une fois qu'on a fait tous ces choix, ce qui est vraiment la part stratégique quelque part de ce diagnostic, on va dérouler la démarche. On va dérouler la démarche en collectant les données, en caractérisant les sources de vulnérabilité, en les croisant avec nos scénarios d'inondation et en analysant les résultats, et très important, en ne s'arrêtant pas à l'analyse, mais en proposant un plan d'action pour répondre à cette vulnérabilité au risque ruissellement. Alors, comme je vous l'ai dit, très stratégique, choisir quelle vulnérabilité on étudie et choisir quels indicateurs on va mettre en place pour quantifier cette vulnérabilité. Alors, dans le référentiel national de vulnérabilité, vous avez 3 grands objectifs qui vont être déclinés en axes, puis en sources de vulnérabilité, puis en indicateurs. Bien entendu, lorsqu'on applique le référentiel national de vulnérabilité à un territoire, on ne va pas chercher à avoir tous les indicateurs, tous les axes, tous les objectifs, c'est quand même préférable. Donc, on va sélectionner, comme dans un catalogue, les indicateurs, les axes qui sont pertinents pour notre territoire. Là, vous avez un exemple. Donc, les 3 grands objectifs, c'est améliorer la sécurité des personnes, incontournable bien entendu sur un territoire, réduire les dommages aux biens, là encore, ça semble incontournable, et accélérer le retour à la normale, c'est nettement préférable. Et pour chacun de ces objectifs, vous avez, donc, comme je vous disais, des axes. Si on s'intéresse par exemple au premier axe, la sécurité des personnes au sein des bâtiments, vous allez avoir toute une série d'indicateurs, puis de sous-indicateurs qui vont permettre de quantifier sur votre territoire comment on traduit la sécurité ou l'insécurité d'une personne au sein d'un bâtiment. Et dans cet exemple, vous avez un indicateur qui va être calculé, qui est l'ennoiement de bâtiments et le risque de rupture des ouvrants, c'est-à-dire des portes et des fenêtres, dans les zones de montée rapide ou pouvant comporter des hauteurs d'eau importantes. D'accord. Donc, effectivement, je vous propose de rentrer dans le détail des grandes étapes de ce diagnostic. Et peut-être, comme je sais que le CEREMA est en capacité d'accompagner les communes, comment concrètement vous impliquez auprès des élus et des techniciens des territoires pour les accompagner à chaque étape? Ça pourrait être intéressant de voir, voilà. Effectivement. Alors, comme je vous le disais, la première étape, c'est de construire le scénario de ruissellement. Et je parle bien de construction. Pour le risque inondation, on peut, suivant les territoires, avoir une grande crue de référence qui finalement fait office de scénario étudié et on va s'adapter à cette grande crue historique. Sur les scénarios de ruissellement, c'est plus difficile
Comme je le disais tout à l'heure, le phénomène est localisé et généralement, on n'a pas ou peu de cartographie disponible à l'échelle du territoire d'étude de ce phénomène-là, quand bien même on aura un événement historique qui aurait suscité d'engager la démarche. D'autre part, la difficulté avec ce phénomène de ruissellement, c'est que les retours d'expérience sont souvent lacunaires, succincts ou manquent de quantification. Et donc, on ne peut pas s'appuyer sur une cartographie pour ce qu'on appelle caler la démarche. Donc là où l'approche peut être un peu complexe dans cette définition du scénario de ruissellement et là où le CEREMA ou d'autres organismes peuvent accompagner la collectivité, c'est dans un premier temps sur la représentation de cet aléa ruissellement. Alors, elle peut se faire par différentes méthodes. Le but, ce n'est pas de les détailler, mais simplement d'évoquer leurs avantages et leurs inconvénients. On a des méthodes relativement simples qui sont dites aussi méthodes sèches, dans le sens où on ne cherche pas à représenter l'eau, mais plutôt le phénomène ou la potentialité du phénomène au regard des caractéristiques du sol. On a des méthodes dites à score, où là, il va y avoir une analyse experte qui va pondérer en fait plusieurs critères de capacité du sol à infiltrer, de vulnérabilité du bassin versant au phénomène de ruissellement, d'urbanisation, etc. Et on va combiner tous ces scores pour avoir une note globale de sensibilité au phénomène de ruissellement. Et on a des modélisations beaucoup plus lourdes qui sont basées sur des modèles hydrauliques qui vont réellement chercher à représenter l'écoulement de la goutte d'eau sur le territoire. Donc, sur les méthodes dites sèches, globalement, les avantages, c'est que c'est toujours disponible, à minima. C'est facile et rapide à mettre en œuvre. Par contre, c'est peu adapté à certaines zones. Il n'y a pas de scénarios de pluie qui sont indiqués, donc c'est relativement basique. Et ça n'apporte pas d'informations sur les dynamiques, sur les dégâts potentiels, etc. Donc, le CEREMA propose la méthode ex-aequo, mais il y a d'autres méthodes qui existent et qui peuvent être mobilisées pour les méthodes dites sèches. Pour les méthodes d'ISASCOR, il y a un niveau de complexité supérieur. L'avantage de ces méthodes, c'est qu'elles vont permettre d'interroger des problématiques précises. On parlait tout à l'heure de zones accumulation, transfert et production, plutôt production, transfert, accumulation. On va pouvoir cibler avec ces méthodes à score les différents types de zones et finalement distinguer en fonction des zones le score et également les réponses à apporter. Elles sont relativement rapides à mettre en œuvre. Par contre, elles présentent comme inconvénient donc toujours de ne pas avoir de scénario de pluie incorporé. On ne peut pas moduler l'intensité ou la durée de la pluie, par exemple. Il y a une pondération experte au cœur de la démarche, ce qui implique nécessairement de s'attacher les travaux d'un organisme expert. Et les résultats sont parfois difficilement déclinables en zonage ou en action opérationnelle. L'une des critiques de ces méthodes à score, c'est que parfois on a, je vais caricaturer, mais on peut avoir une bouillie de pixels difficilement interprétable. Voilà. Donc, encore une fois, des avantages et des inconvénients. Et enfin, sur la dernière catégorie que je vous ai évoquée, donc les méthodes dites de modélisation, ce sont des méthodes qui sont relativement lourdes et complexes et coûteuses à mettre en œuvre. Par contre, les avantages de ces modélisations, c'est qu'on peut avoir une représentation fine, voire très fine du phénomène et de ses dynamiques. Et on peut, là encore, c'est très intéressant, faire varier les scénarios de pluie et donc finalement voir la sensibilité du territoire non pas à un phénomène, mais plutôt à une combinaison de phénomènes. Là, vous avez des exemples de choses qui ont été faites sur Montpellier et sur l'Artolie, avec la capacité, par exemple, si on va vraiment très fin, à représenter le phénomène, même les écoulements entre les bâtiments. Et vous avez tout à droite une approche beaucoup plus grossière, mais qui couvre 1000 km², puisque c'est le bassin de la Nive. Donc on peut, avec ces outils, aborder la question à différentes échelles. Alors, je vous indiquais, au cœur de la démarche, très stratégique, et là-dessus, ça se construit avec un dialogue entre collectivités et organismes comme le CEREMA ou autres. C'est le choix des indicateurs qui sont pertinents pour votre territoire. Ce que je vous propose là dans les 3 slides qui suivent, c'est de s'interroger finalement sur quel type d'indicateur pourrait être pertinent en fonction de la zone, qu'on soit sur une zone de production, de transfert ou d'accumulation, qu'on soit sur une zone urbanisée ou non urbanisée. L'idée, ce n'est pas de tous les balayer ici, mais vous montrer que finalement, on peut composer tout un panel d'indicateurs qui peuvent être pertinents et différents suivant le territoire et que vous avez auxquels vous puissiez vous rattacher si vous souhaitez vous engager sur ce type de démarche. Donc, sur l'objectif de la sécurité des personnes, on va retrouver les indicateurs assez classiques en risque d'inondation, des indicateurs qui sont liés à la présence de l'eau ou non, des indicateurs qui sont liés aussi au phénomène d'îlot, donc d'isolement d'un territoire pendant un temps donné, c'est-à-dire que le territoire n'est pas, ou la portion, le quartier n'est pas directement touché par l'inondation, mais inaccessible pendant l'inondation. Ça peut être relativement préjudiciable. Les enjeux qui sont plus liés urbains, qui sont liés par exemple à des dysfonctionnements de réseau.
Et on a à chaque fois aussi des indicateurs qui sont transversaux, qui sont liés aux politiques d'aménagement qui sont mises en place pour contrer finalement ce risque inondation, qu'il soit débordement de cours d'eau ou ruissellement ou autre. Bon, ces indicateurs sont intéressants pour une collectivité à prendre en compte, puisque finalement, ils peuvent aussi servir à la collectivité à évaluer l'efficacité de ces politiques publiques. D'autres types d'objectifs liés aux réductions des dommages aux biens. Alors là, on va s'intéresser par exemple aux érosions, comme je vous le disais, sur les espaces agricoles, aux dégâts sur les infrastructures liés aux vitesses. On peut aussi avoir des questions qui se posent sur les notions de dommages à l'environnement, auxquelles on ne pense pas forcément en première approche, mais qui peuvent être très importantes à la fois pour la gravité de la crise, mais également pour la perception de la réponse des collectivités au risque. Donc, ça peut être par exemple le charriage de pollution et les déchets qui sont générés par un risque ruissellement. Comment on répond au niveau d'une collectivité à ce type de phénomène? Ça peut être imposer par exemple des ancrages de cuves à mazout, voilà, des choses qu'on peut retrouver en risque inondation. Et également, on va retrouver au niveau de ces dommages aux biens tout ce qui est dommages aux habitats lourds ou légers, avec des indicateurs qui sont différents suivant qu'on soit sur de la caravane, du camping-car ou du bâtiment. Et enfin, indicateur auquel on pense pas forcément en premier lieu, mais qui est très important aussi pour l'impact que peut avoir l'événement sur un territoire et pour finalement la résilience du territoire, ce sont des indicateurs qui vont quantifier la facilité de retour à la normale du territoire. Et donc, on va s'intéresser à l'habitat, comment il est configuré. Est-ce que finalement, on a prévu des dispositifs qui font que les travaux pour remettre en état normal le bâtiment seront moins lourds que sur des bâtiments vulnérables? On va s'intéresser également à la capacité des gestionnaires à maintenir ou à rétablir les réseaux. Alors, bien sûr, électricité eau potable, assainissement, mais également collecte des déchets, télécommunications, le réseau gaz, voilà, des choses qui sont vulnérables au risque ruissellement, surtout en zone de transfert où, comme je vous le disais, on a des vitesses qui peuvent vraiment faire des dégâts assez importants au réseau. On peut avoir la notion de préparation collective au retour à la normale, et notamment voilà, l'organisation qui va être mise en place pour finalement retrouver un mode de fonctionnement normal au sein de la commune. Et on a des indicateurs qui vont s'intéresser, par exemple, aux moyens disponibles, aux moyens notamment humains, pour le nettoyage et ce retour à la normale. Donc, toute une série d'indicateurs, ils ne sont pas exhaustifs, qu'on peut sélectionner pour essayer de quantifier la capacité d'une commune à faire preuve de résilience face à ce risque ruissellement. Sur la représentation des sources de vulnérabilité et l'analyse du risque, c'est à la fois très technique, donc là encore, peut-être la nécessité de se faire accompagner par des organismes soit experts en risque, soit en système d'information géographique, puisque c'est majoritairement basé sur SIG. Mais je dirais quelque part assez automatique aussi dans sa démarche, donc beaucoup moins de questions à se poser au sein des collectivités pour ces étapes-là. Donc, on va prendre notre scénario modélisé ou représenté d'inondation, on va prendre nos indicateurs et on va faire une analyse cartographique de ces indicateurs pour les quantifier. Je ne vais pas détailler les démarches, c'est relativement automatique et c'est assez bien décrit dans le guide. Et alors, on retrouve l'étape finale que je vous disais. Donc, on a représenté nos indicateurs, on a quantifié notre vulnérabilité. Très important pour les collectivités, établir un plan d'action pour répondre à cette vulnérabilité aux inondations par ruissellement. Comment on établit un plan d'action? C'est très classique, hein, encore une fois. On va identifier l'ensemble des actions qui sont possibles. On va ensuite les hiérarchiser et les prioriser en fonction de plusieurs critères, mais là ce n'est pas spécifique au ruissellement, c'est toujours, on retrouve toujours les mêmes critères dans les plans d'action. Est-ce qu'il existe un porteur ou une maîtrise d'ouvrage claire? Est-ce que le coût est réaliste pour notre collectivité? Est-ce que son efficacité est démontrée au regard de la vulnérabilité du territoire? Et ensuite, quel est le rapport coût-efficacité? Est-ce qu'on peut le phaser? Est-ce qu'on peut phaser ces actions? Y a-t-il des actions de court terme à engager dès maintenant, des actions qui vont toucher plutôt le plus long terme? On va peut-être prioriser les investissements sur les actions de court terme, encore que ça se discute. Quel est le nombre de bénéficiaires? Là, ça va appeler aussi la notion d'intérêt général. Est-ce qu'on a une cohérence d'ensemble dans l'ensemble de nos actions qu'on va planifier? Il ne s'agit pas de faire des actions contradictoires. Bon, ça, normalement, le diagnostic de vulnérabilité ne devrait pas vous amener à des actions contradictoires. Pour autant, à l'échelle d'un territoire, est-ce que nos actions vont être cohérentes? Quelle est l'échelle de mise en œuvre? Est-ce qu'elle est compatible avec les coûts, l'efficacité et le phasage? Et ensuite, ça ne doit pas être un frein, mais ça doit être une question qu'on se pose. Quel est le délai de perception des effets? Suivant les mesures qui vont être mises en place, on va être sur des effets qui vont être plus ou moins perceptibles.
Par exemple, des mesures qui ne vont pas être forcément très spectaculaires, comme planter des haies, mais qui peuvent être efficaces contre le risque ruissellement, vous n'allez pas en voir les effets tout de suite. En tout cas, pas du point de vue de la lutte contre le risque ruissellement. Vous allez peut-être voir des effets sur la biodiversité qui vont être beaucoup plus rapides. Et pour autant, ces effets existent. Donc, cette notion de délai de perception, elle est aussi importante lorsqu'on est une collectivité et qu'on choisit nos actions. Donc, on vient de voir avec vous effectivement qu'on avait tout un panel d'indicateurs qu'on pouvait mettre à disposition des collectivités quand on fait un diagnostic de vulnérabilité. Ça va donner lieu à la création d'un certain nombre de données. Et ces données, plus précisément, comment vous avez déjà donné un exemple, par exemple la plantation de haies, mais est-ce que vous auriez d'autres exemples pour justement illustrer comment on peut exploiter les données qu'on va récupérer d'un diagnostic de vulnérabilité à l'échelle d'une commune? Donc, l'exploitation des données peut se faire par le type d'enjeux en fait, à analyser, que ce soit des enjeux urbains, des enjeux agricoles ou autres. Et donc, on croise, comme il a été dit, l'aléa qui a été modélisé avec le type d'enjeu. Par exemple, un exemple en milieu agricole sur les cultures, on peut cartographier en fait, les différents types de cultures, que ce soit des céréales, des jachères, des maïs. On a l'exemple ici près de Poitiers. Et on va regarder les zones interceptées par l'écoulement de l'eau et les différents chemins. Suite à cette analyse-là et à une analyse assez fine, on va préconiser un certain nombre d'actions qui vont être spécifiques au territoire. Et comme il a été dit, il y a des configurations extrêmement variées et donc les actions ne sont vraiment pas uniques, mais à adapter au contexte. Par exemple, ici, on peut avoir une analyse notamment sur la rugosité en fait, des cultures et préconiser de favoriser un lit de semences rugueux sur ces endroits-là. On va aussi préconiser de travailler le sol puisque le tassement du sol va venir impacter en fait, le phénomène de ruissellement et venir l'amplifier. Vous l'avez évoqué, il y a également toute une politique autour de la plantation de haies, de la gestion des espaces agricoles pour diminuer le phénomène d'écoulement et réduire la vitesse et le débit. On a aussi un certain nombre de préconisations qui sont faites sur la promotion des polycultures, de diversifier le type de culture, de limiter effectivement des cultures uniquement du type maïs pour favoriser effectivement du ralentissement dynamique. Et enfin, tout ce qui est champ d'expansion de crues, tout ce qui est prairies inondables, sont des espaces en fait, qui vont venir tamponner les écoulements des eaux et venir effectivement limiter ce phénomène de risque ruissellement. On a d'autres types de zones sur lesquelles on peut avoir ce type de réflexion. Donc, par exemple, en milieu plutôt urbanisé, on est ici sur le territoire de Convergence Garonne, dans le vallon de l'Artolie. Donc, en fait, on a un certain nombre de territoires de bâtis qui sont impactés par effectivement le risque ruissellement. Hein. On voit en rouge toutes les zones qui sont impactées par l'aléa. Et donc, on peut préconiser un certain nombre de mesures de gestion derrière. Alors, des mesures de gestion qui vont venir soit limiter le phénomène, limiter le débit, soit jouer sur la vulnérabilité ou encore jouer sur la gestion à la source des eaux pluviales. Donc, il y a différents leviers possibles pour agir sur ce phénomène-là. Par exemple, la maîtrise des écoulements, une solution peut être de décaisser effectivement certaines voies qui sont concernées par la concentration des eaux et des écoulements et favoriser les différents flux. On peut avoir des limites sur des actions sur la vulnérabilité en surélevant les seuils d'entrée des nouvelles maisons en bord d'axe des écoulements, ou encore avoir une politique sur la mise en place de fondations plus massives dans le sol qui permettent d'éviter l'emportement des maisons sur les zones à courant à forte vitesse. On a des mesures qui sont liées vraiment au ralentissement des écoulements. Et là, il faut intervenir, je dirais, à différents niveaux. Donc, à la fois dans les zones urbaines, en ayant une action tout au long du parcours de l'eau, de l'amont vers l'aval, en mettant des noues, des toitures végétalisées, des noues, enfin tout cela vous sera détaillé dans la formation. Et il faut également jouer
pas que sur la zone urbaine, mais aussi en amont, en ayant des zones de tamponnement avec les milieux humides notamment, pour ralentir tous ces flux. Il faut également, je l'ai déjà un peu dit tout à l'heure, augmenter la porosité et la rugosité des sols en jouant sur la végétalisation des espaces et en diversifiant la nature des plantations dans les secteurs urbains, mais aussi dans les secteurs en amont des zones urbanisées. Et enfin, le ruissellement vient aussi amplifier des débordements de cours d'eau et il faut créer une dynamique vraiment du flux et favoriser les méandres, notamment dans les cours d'eau, les ruptures de charge, puisque parfois on a des phénomènes couplés en fait, entre ruissellement et débordement. Enfin, j'ai un troisième exemple sur les infrastructures, qui sont souvent très vulnérables dans des gestions de crise, qui sont effectivement au centre aussi des arrivées de secours. Et donc, il y a une volonté quand même à accentuer l'action sur ces secteurs-là. Là, je dirais qu'il faut agir vraiment à différents types de niveaux. Tout d'abord, voilà, amplifier l'écoulement le long des infrastructures, enfin plutôt limiter l'écoulement le long des infrastructures en favorisant l'infiltration de l'eau dans le sol, en créant des fossés ou des nœuds qui vont permettre de drainer, mais aussi d'infiltrer lorsque le sol est perméable vers la nappe souterraine. Et il est aussi fortement préconisé de favoriser la désimperméabilisation dans ces secteurs-là. Ensuite, lorsque les écoulements sont trop intenses, ce qui est recommandé, c'est de développer des espaces de recueil des eaux pluviales le long des axes d'écoulement concentrés. Et tout cela peut se faire uniquement s'il y a un entretien aussi régulier de la végétation dans ces abords pour permettre justement d'avoir des espaces de recueil des eaux pluviales. Donc, entretenir régulièrement la répiscive, la végétation qui sont présentes dans les fossés, et éviter tous les obstacles, les entraves aux écoulements, notamment en ayant un meilleur contrôle des aménagements routiers, tels que les ouvrages hydrauliques, les talus qui peuvent modifier l'écoulement. Voilà, pour vous donner concrètement 3 exemples, en sachant que dans des diagnostics de vulnérabilité, dans des plans d'action, il y a bien plus de thématiques qui sont abordées et c'est ça qui fait la richesse aussi de l'action publique qui est ensuite portée. D'accord. Donc, à travers ces exemples, effectivement, on le note bien que notre levier d'action, enfin les communes, leur levier d'action, ça va être la gestion de ces eaux pluviales. Comment une meilleure gestion, du coup, peut rapidement limiter ce phénomène de ruissellement et ce risque? Alors, avant de vraiment donner les clés, effectivement, de comment la gestion des eaux pluviales peut améliorer cela, revenons sur la définition, effectivement, qui a été portée dans le cadre d'un rapport qui a été établi par le Commissariat général au développement durable en 2017 sur la gestion des eaux pluviales, 10 ans pour relever le défi. Donc, la définition et la distinction entre les deux, c'est que les eaux dites de ruissellement, l'a dit mon collègue, c'est un processus physique d'écoulement sur une surface, mais c'est surtout la partie de l'écoulement qui n'est pas gérée par des dispositifs. Alors que les eaux pluviales, ça va être la partie de l'écoulement qui est gérée par les dispositifs d'infiltration, de stockage, de collecte, de transport, et qui vont interagir en permanence avec les eaux souterraines et les autres réseaux. Ces eaux pluviales vont venir amplifier en fait, le phénomène de ruissellement, vont être à l'origine même lors du débordement de réseaux. Donc, on a, et ça peut être fait dans le cadre de diagnostic, toujours de vulnérabilité, identifier des points de saturation des réseaux d'eau pluviale. Et donc, cette analyse va permettre après de mettre en œuvre vraiment des actions de comment limiter ces débordements, comment améliorer la gestion des eaux de pluviales et ne pas venir suramplifier un phénomène de ruissellement. Donc, pour cela, il y a des solutions concrètes en fait, à mettre en œuvre. Voilà, j'allais vous poser la question justement des outils pour mieux gérer ces eaux pluviales, quels pourraient être les outils complémentaires en fait qui viennent après le diagnostic de vulnérabilité, qui viennent compléter en fait la première approche de territoire?
Alors, les outils, ils sont principalement de deux ordres. Il y a le schéma directeur des eaux pluviales qui, lui, va avoir un peu comme finalité de programmer des travaux en réponse à des dysfonctionnements de réseau, comme je le disais. Et il y a le zonage pluvial qui, lui, est davantage un outil d'aide à la décision pour formaliser une politique publique, à la fois des gestions des eaux pluviales, mais aussi qui peut aborder la thématique des eaux de ruissellement, puisque tout cela, comme je l'ai dit, est intimement lié. Dans le cadre du Code général des collectivités territoriales, le zonage pluvial est défini de la manière suivante. Il y a deux types de zones. Il y a les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols, limiter l'imperméabilisation et même désimperméabiliser dans certains secteurs. Et ces zones-là ont plutôt une approche, on va dire, quantitative pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales. Et il y a un autre type de zone où là, on va avoir d'abord un aspect un peu plus qualitatif, où on va vraiment se concentrer sur la qualité des eaux, parce on a beaucoup dit que le risque ruissellement engendrait des conséquences effectivement néfastes pour les biens et les personnes, mais ça engendre aussi des conséquences très néfastes pour les milieux, notamment sur la qualité et sur les rejets des déversoirs d'orage dans ces cas-là. Et donc, il y a effectivement des zones pour faire du stockage, mais aussi du traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsqu'il y a une pollution avérée dans ces secteurs-là. Donc, les objectifs du zonage pluvial, c'est un outil en fait, qui va permettre déjà d'arrêter de dissocier la gestion de l'eau et l'aménagement. Il faut que l'eau soit partie intégrante en fait, des projets et que le cycle de l'eau soit aussi une problématique à part entière prise en compte lorsqu'on fait un projet. Il faut respecter au maximum ce cycle de l'eau et répondre à de nombreux enjeux environnementaux, des enjeux environnementaux qui vont, et c'est vraiment ce qu'il faut avoir en tête, à prendre en compte dans un contexte maintenant de changement climatique et donc d'évolution aussi des enjeux et du fait qu'il faut pas forcément faire que de la gestion des eaux pluviales pour de la gestion des eaux pluviales, mais prendre en compte aussi la santé des hommes et tout ce qui est la protection des biens, mais aussi le paysage, etc. Il y a une philosophie différente à avoir. Par rapport au zonage pluvial, ce qui est préconisé, effectivement, c'est avant toute chose de prioriser l'infiltration des eaux pluviales au plus près du point de chute. Ça, c'est presque la première recommandation qui peut être faite. Et même dans des secteurs où on se dit que le sol est peu perméable, étudier si au moins pour les petites pluies, cela est possible et avoir une réflexion ensuite sur l'occurrence de la pluie et sur la surface. Il est aussi préconisé d'inciter à la déconnexion des eaux pluviales au réseau d'assainissement, ce qui amoindrira effectivement les phénomènes de débordement de réseau. Et on le verra dans des exemples par la suite, d'appliquer des coefficients d'imperméabilisation limités pour effectivement avoir, comme je l'ai dit, d'abord ce premier levier d'action avant toute chose. Et pour répondre aussi à ces limitations de coefficient d'imperméabilisation et à cette infiltration, c'est utiliser des matériaux perméables végétalisés pour les nouveaux aménagements, notamment le long des infrastructures ou dans toutes les surfaces urbanisées. D'accord. Donc, en fait, pour résumer, le schéma directeur ou le zonage pluvial peut aider à différentes échelles la commune, c'est-à-dire soit au niveau de la planification urbaine, dans le choix des parcelles qui peuvent être imperméabilisées, etc. Et puis, on voit aussi que ça peut donner lieu à des actions très concrètes. Est-ce que vous auriez encore d'autres exemples à nous apporter de mesures ou d'actions qui ont été mises en place suite à la réalisation d'une étude de vulnérabilité et après une réflexion sur ce zonage pluvial? Alors, je vais illustrer effectivement un exemple très concret. Effectivement, les études de vulnérabilité peuvent être faites dans le cadre de documents de planification du risque, mais aussi dans des documents de planification eau pluviale, vraiment orientés sur la gestion de l'eau. Et notamment, l'exemple que je vais vous décrire est un exemple sur le territoire de la communauté d'agglomération du Pays Basque, qui, dans le cadre du diagnostic du schéma directeur des eaux pluviales et du zonage pluvial, a mené une étude de vulnérabilité et de caractérisation des aléas
pour cibler vraiment les secteurs les plus vulnérables et définir des actions concrètes en fonction de cette vulnérabilité et adaptées au territoire. Le secteur du Pays Basque, c'était plus spécifiquement ciblé sur Anglet, Biarritz, Bayonne. Et donc, c'est un territoire qui est littoral, qui est soumis au marnage, au phénomène des marées, qui a un fort phénomène de ruissellement. Et tout cela couplé fait qu'il y a une certaine complexité à appréhender ces phénomènes. Ce qu'ils ont fait dans leur territoire, c'est qu'ils ont établi donc 3 classes de vulnérabilité. On l'a dit tout à l'heure, c'est notamment lié aux enjeux humains et économiques. Donc, il y a une vulnérabilité faible, où là, on identifie que ça a peu de conséquences. Une identification de vulnérabilité moyenne, avec des conséquences acceptables du point de vue humain et économique. Et enfin, une vulnérabilité forte, où là, il y a des conséquences qui peuvent être importantes et où il y a des enjeux très forts en termes de concentration humaine, notamment. Ils ont également défini 3 classes d'aléas. Et donc, les classes d'aléas, ils les ont définies notamment par rapport au débordement de réseau et plus spécifiquement au volume de débordés hors des réseaux. Donc, on a la classe d'aléas faible, où dans leur étude, ils ont défini ça comme un aléa avec un volume inférieur à 500 mètres cubes. Moyen, c'était entre 500 et 1500, et fort à plus de 1500 mètres cubes. Donc, ils ont croisé ces classes de vulnérabilité et ces classes d'aléas pour obtenir des cartographies de risque. Donc, qu'est-ce qu'on obtient comme carto? En fait, ils ont fait une cartographie où ils ont à la fois mis en avant ce risque et donc des actions et des solutions associées. Tout d'abord, des mesures curatives par rapport au risque qui est identifié. Donc, on croise l'aléa et la vulnérabilité. On obtient un tableau avec différents niveaux de risque. Et donc, les mesures curatives sont spécifiquement des bassins, notamment pour répondre à l'enjeu fort. On le voit notamment le long de l'Adour, effectivement, des zones rouges où on a vraiment une concentration très forte du risque, et en fonction ensuite de la topographie, de la localisation dans la collectivité, différents types de risques et donc différents types de mesures. Donc là, c'est ce qu'on appelle des mesures curatives. On renforce parfois le réseau, on crée des espaces d'infiltration, on crée des espaces de tampons et on agit au cas par cas, j'ai envie de dire, en fonction du différents sites impactés. Mais on peut avoir aussi, et c'est ce qu'a permis cette étude de vulnérabilité, des mesures préventives pour ne pas avoir justement à mettre en place des mesures curatives. Donc, c'est agir sur, je l'ai dit tout à l'heure, l'imperméabilisation du territoire, où là, on a en fait une cartographie avec différents types de coefficients d'imperméabilisation qui vont être en fonction de l'usage du sol et de l'enjeu du territoire proposés pour ne pas être dépassés. Il faut savoir que le zonage pluvial, et ce sera certainement dit par la suite, il est prescriptif lorsqu'on l'associe au PLU, lorsqu'on l'annexe ou on le met dans le règlement. Et donc, à ce moment-là, effectivement, ça a un impact plus fort pour pouvoir agir et pouvoir contraindre un petit peu les aménageurs aussi à respecter un certain nombre de règles. Donc, les solutions du zonage pluvial, je l'ai dit et je le résume ici, c'est définir des mesures sur les zones sensibles aux inondations. Sur les zones situées en amont des zones urbaines, j'insiste vraiment sur cela parce qu'il ne faut pas penser que c'est parce qu'on a protégé le milieu urbain qu'on a tout réglé. Au contraire, il y a beaucoup de choses qui se passent en amont. Il faut intervenir par le zonage pour agir sur les vitesses, les durées d'écoulement, les volumes des eaux de ruissellement, les protections des axes d'écoulement et promouvoir la limitation de l'imperméabilisation et de la désimperméabilisation. La désimperméabilisation étant le remplacement effectivement des surfaces imperméables par des surfaces plus perméables, mais tout ce qui est aussi déconnexion à la parcelle. Et je le rappelle ici, effectivement, la désimperméabilisation, c'est
aujourd'hui notre sujet au cœur du risque, mais en agissant sur ça, vous avez aussi un levier sur votre territoire pour agir sur de nombreuses autres politiques publiques. Et c'est un peu le message que j'ai envie de faire passer aussi aujourd'hui, qu'il faut voilà, avoir en tête derrière tout ce qui est biodiversité, cadre de vie, adaptation au changement climatique. Et donc, c'est vraiment agir pour le futur aussi, d'agir sur ce type de politique. Des exemples concrets maintenant opérationnels, il y a un exemple toujours au Pays Basque, donc ça c'est parmi les solutions un peu curatives, de faire effectivement une plaine inondable d'un stade. Donc là, avoir à la fois un volume de rétention et un endroit pour infiltrer suffisant, mais aussi un espace en fait d'usage récréatif, puisque lorsque ce n'est pas inondé, des personnes peuvent venir effectivement jouer sur cet espace-là. Et donc, c'est vrai que dans des milieux urbains, on va vraiment jouer sur la multifonctionnalité des aménagements et sur le fait qu'on puisse faire plusieurs usages, puisqu'on sait que dans ces secteurs-là, le foncier est un peu le nerf de la guerre et aussi tout ce qui est coût. Et donc, quand on regarde les bénéfices qui ne sont pas toujours monétarisables, et ben, on a là un pouvoir d'argumentaire aussi pour convaincre à faire ce type d'aménagement. Un autre type d'exemple qui est aussi un peu un espace inondable, c'est dans un parc où là, en fait, on a un système de vagues, en fait, d'inondation progressive de l'espace en fonction de l'occurrence de la pluie. Donc, ça en fait, vous le voyez sur les 3 petits schémas, on a, selon une petite occurrence, la première vague qui est remplie, puis la deuxième, puis la troisième. Et en fait, l'idée derrière, c'est à la fois de faire de la rétention effectivement des eaux pluviales, mais aussi d'avoir une volonté de sensibilisation et d'espace ludique, puisqu'il y a un aménagement qui est un peu ondulé, donc les enfants peuvent venir s'amuser effectivement dans ces espaces-là. Et puis il y a surtout une volonté de remettre en lumière et en surface l'écoulement de l'eau et le remplissage progressif. Donc ça joue aussi sur la culture du risque et ça joue sur voilà, le fait que les gens commencent à devenir conscients qu'il y a de l'eau et c'est ne plus le rendre caché dans des espaces souterrains. Donc ça, c'est le deuxième exemple et j'en ai un dernier. Un dernier où on parle de la vulnérabilité des bâtiments. Donc, je l'ai dit, il faut agir au plus près de la source des eaux pluviales et donc avoir des actions concrètes à la parcelle. Et donc là, c'est un exemple dans un lycée. Alors, c'est près de Lyon. Où là, on a toute une volonté à la fois d'infiltrer et de déconnecter les eaux, mais aussi d'agir dès que l'eau tombe, donc au niveau de la toiture végétalisée. Donc, on a une toiture végétalisée, après les eaux viennent dans un premier petit bassin qui est en eau, et puis après dans des espaces secs qui sont un petit peu aménagés comme des chemins de promenade, et puis les lycéens en fait s'en servent aussi comme bancs et viennent s'asseoir le long des passerelles. Donc on a là encore une volonté d'avoir une action concrète sur un bâtiment public avec des volontés derrière d'agir sur les eaux pluviales, mais aussi de sensibiliser, de paysage et de diversité des usages. Et une crainte qui était du personnel pédagogique, c'était la dégradation de ce type d'espace. Et plus de 10 ans après la mise en service de ces types de milieux, eh ben, ils se rendent compte qu'au contraire, les lycéens se sont réappropriés le milieu, la cour, et donc perçoivent aussi l'utilité de ces espaces-là. C'est vrai que ça a une grosse vertu pédagogique également. Merci beaucoup Muriel, merci Rémi. Donc on vient de voir effectivement tout un tas de solutions qui sont fort astucieuses et intelligentes qui nous permettent de bien gérer les eaux pluviales, de limiter le risque ruissellement tout en ayant d'autres usages. Donc ça peut donner des idées. Donc on avait une question, quel coût à l'échelle d'une commune, un diagnostic de vulnérabilité? Alors c'est une question assez compliquée. Je vais faire une réponse de Normand. Plus vous allez choisir d'aller précisément dans de nombreux indicateurs, plus vous allez vouloir utiliser des outils lourds de représentation, donc plus vous allez vouloir être précis dans la réponse, et plus le coût sera élevé à l'échelle d'une commune, ça c'est clair. Après, pour avoir des ordres de grandeur et pas en rester à cette réponse un peu basique,
Si vous avez des enjeux qui sont relativement limités, avec un diagnostic qui est assez simple à poser et un bassin versant où vous avez la parfaite maîtrise, je pense qu'on est de l'ordre de la dizaine de milliers d'euros pour le diagnostic à l'échelle d'une commune. Deuxième question, quelle serait la bonne échelle et méthode, sèche, score, etc., quand une commune est confrontée, par exemple, à l'inondation fréquente d'un lotissement ou d'une ZAC? Alors là encore, ça va dépendre vraiment des caractéristiques de votre commune. On a vu qu'il y avait plusieurs types de zones pour le ruissellement. Si votre commune est au hasard une commune du Médoc soumise à la remontée de nappe avec finalement une accumulation qui est faite par la pluie qui est précipitée localement, dans l'absolu, une méthode à score ou une méthode sèche peut être suffisante, pour autant qu'on sélectionne bien la méthode. Si vous êtes sur une commune qui est confrontée à plusieurs types de phénomènes, plusieurs types de zonage, de la production, du transfert et du ruissellement. Là, on va plutôt orienter vers une méthode à score, voire vers une méthode de modélisation intégrale. Ensuite, si vous avez aussi des phénomènes liés par exemple aux accélérations des écoulements par l'urbanisation et par la réalisation d'aménagements hydrauliques, là, il va falloir aller plutôt vers une méthode par modélisation. Ensuite, si vous êtes sur l'échelle, encore une fois, si vous êtes sur une zone plate où la production et l'accumulation se fait quasiment au même endroit, l'échelle du quartier pourra être suffisante. Par contre, si votre commune se trouve sur un bassin versant plus grand, il sera sans doute nécessaire de s'interroger à l'ensemble du bassin versant et pas uniquement à l'échelle du quartier ou de la commune. Le risque ruissellement est très contextuel et il n'y a pas de réponse universelle. C'est ça la difficulté aussi dans la prévention de ce risque. Alors, troisième question. Pour réduire le risque de ruissellement, peut-on imposer des obligations dans les nouvelles constructions et les inscrire dans un règlement du PLU? Quelles peuvent être ces obligations, par exemple, le recueil des eaux par caniveau à nettoyer périodiquement et drainage souterrain? Alors, effectivement, il y a des mesures qui peuvent être inscrites dans le règlement du PLUI, notamment tout ce qui est élévation de seuil ou ce type de choses qui peuvent être sur les constructions. Ensuite, il y a également sur le recueil des eaux. Alors, par caniveau, il y a des choses qui peuvent être dites dans les documents pluviales. Par contre, comme je l'ai dit, pour que ce soit prescriptif, il faut que ces documents soient, notamment le zonage pluvial, annexés au PLU et à ce moment-là, rendre obligatoire certaines mesures. Quels sont les outils réglementaires disponibles pour prendre ces mesures sur les cultures? Pour le coup, c'est plutôt des mesures incitatives parce que c'est vrai que le PLU ne va pas agir sur ce type de mesures-là. Et donc, c'est vrai que nous, quand on fait des études de diagnostic de vulnérabilité, on met à disposition certains conseils, effectivement, certaines préconisations aux collectivités, mais il n'y a pas, à l'heure actuelle, si je m'abuse, vraiment de possibilité de rendre obligatoire certaines mesures. C'est plus de la sensibilisation et de la pédagogie auprès des agriculteurs. Oui, effectivement, je n'ai pas de levier réglementaire qui imposerait des mesures. Je pense qu'il faut parler d'une part au bon sens, c'est-à-dire sur les notions de lessivage des sols, etc., sont des notions qui parlent aux agriculteurs, donc aussi appuyer l'argumentation là-dessus. Et pour les haies, en général, ça va être plutôt un échange volontariste avec des coûts de plantation qui sont en général pris en charge par les collectivités et la mise à disposition du foncier pour les haies par l'agriculteur.